Voilà, donc nous sommes arrivés au bout de la journée qui fut intéressante, intense. Et donc j'ai la tâche de vous présenter quelques éléments de perspective dans ce dernier exposé. Et j'ai essayé de les bâtir sur simplement un certain nombre d'évolutions techniques et sociétales qui nous donnent un éclairage sur ce qu'on devra résoudre au niveau de la ventilation dans le futur. Bon, donc je vous liste tout d'abord les évolutions techniques et sociétales auxquelles je pense. Il y a eu d'abord un certain nombre de progrès en toxicologie industrielle et environnementale, le développement des nanotechnologies, le problème de conception des machines sûres qui se pose avec la mondialisation. On est obligé maintenant de prendre en compte ce problème parce que les machines sont censées être utilisées partout dans le monde. J'ai déjà un peu évoqué ce problème et je le redévelopperai. La qualité de l'air intérieur dans les bâtiments et la réduction de consommation en énergie fossile, la réduction des gaz à effet de serre. Donc tous ces éléments-là, me semble-t-il, vont être l'origine de nouveaux développements en ventilation. Je vous cite aussi, simplement parce que ça pourrait être éventuellement à l'origine de collaboration entre l'INRS et l'IRSST, un certain nombre de sujets qu'on traite ou qu'on va traiter dans un avenir proche et qui sont tous reliés à des techniques génériques. Manipulation et vidange de poudre, abattage humide, on l'a un peu évoqué ce matin, quelque chose qui est un peu lié à ce qu'on vient de voir, équipement de ventilation et d'épuration pour des chantiers mobiles. Et puis, on l'a aussi un peu évoqué tout à l'heure, c'est robustesse du confinement, notamment influence du vent sur le confinement. Je vais vous dire en quoi ces différents éléments peuvent être intéressants du point de vue de la ventilation. Donc, j'ai parlé de connaissances acquises dans le domaine de la santé au travail, santé environnementale. Donc, ça conduit les États à faire évoluer leur politique publique et à réviser la réglementation en matière de gestion du risque. En Europe, on a vu que les valeurs limites d'exposition professionnelle de nombreux agents chimiques sont réduites. Par exemple, pour le chrome 6 en France, on aura une réduction d'un facteur 50, l'amiante un facteur 10, le formaldéhyde facteur 2, le beryllium facteur 200. Est-ce que les systèmes de ventilation qu'on a conçus jusqu'à présent seront suffisants pour satisfaire ces nouveaux objectifs? Bon, alors la réponse, c'est qu'il nous semble, nous, que toute la chaîne de mise en place de techniques de prévention devra être optimisée depuis la définition du cahier des charges, la conception de l'installation, la réception, le suivi et la maintenance. La situation actuelle, elle n'est pas vraiment brillante, en tout cas en Europe, puisque ces différentes étapes ne sont pas bien réalisées. On a rarement un cahier des charges précis. Je ne parle pas du suivi et de la maintenance. Et donc, une des approches serait d'avoir des normes qui régissent ces différentes étapes du cycle de vie d'un système de ventilation. Alors, le domaine des nanotechnologies. Donc, le développement mondial des nanotechnologies et la production croissante de nanomatériaux manufacturés contrastent avec le peu de connaissances acquises concernant leur effet sur la santé. Les résultats en nanotoxicologie sont parfois contradictoires, mais conduisent néanmoins à une grande prudence. Alors on pense par exemple à un certain nombre d'éléments comme certains nanotubes de carbone administrés à des animaux peuvent induire des effets pathogènes qui ressemblent à ceux produits par l'amiante. Et aussi on commence à voir un certain nombre de valeurs limites pour des substances lorsqu'elles sont sous forme de nanomatériaux. En tout cas, il y a un consensus pour appliquer des mesures de prévention très strictes. Donc, des travaux réalisés notamment à l'INRS montrent qu'il est important de définir des niveaux de confinement en y introduisant le concept de classe, un peu comme pour les salles propres. Actuellement, disons, si on prend des enceintes de ventilation, on a une validation qui se fait en tout ou rien. Elle est bonne ou elle n'est pas bonne. Qu'on y manipule des solvants peu dangereux, des cancérogènes ou des nanoparticules, ces équipements sont validés de la même manière, ce qui nous semble être inapproprié. Donc un outil de mesure plus fin du confinement et des performances de ces matériels permettrait l'amélioration aussi de leur performance. Alors la conception des machines sûres, donc j'en ai parlé pas mal et je crois qu'on en parlera encore beaucoup. Donc la globalisation des marchés nécessite la mise en place de normes, en particulier pour les machines.
Alors, il est largement admis que les machines doivent être conçues en tenant compte de l'ensemble des risques. En Europe, la directive machine définit des exigences essentielles de santé et de sécurité à respecter. La normalisation traite de manière satisfaisante le risque mécanique et le risque électrique, mais pas très bien le risque chimique. Que ce soit des machines portatives pour le travail du bois, les raboteuses pour la rénovation des routes ou les presses injectées pour la transformation des matières plastiques, aucun étiquetage réglementaire n'éclaire l'utilisateur sur les quantités de polluants émises par ces matériels. Très souvent, on n'y trouve d'ailleurs pas de système de captage. Donc il manque une caractérisation par un code d'essai de l'émission de ces machines, un étiquetage qui précise la quantité de substances dangereuses émises. Et lorsqu'un captage est prévu, il manque les conditions de raccordement au réseau d'aspiration, le débit recommandé, la perte de charge. Qualité de l'air dans les bâtiments. Donc on constate que la population des sociétés modernes passe plus de 80% de son temps dans des espaces intérieurs, en étant exposée, comme on l'a vu tout à l'heure, aux émissions de matériaux de construction, de décoration, aux émissions des équipements. Près de 75% des salariés travaillent dans le secteur du tertiaire et une grande partie d'entre eux travaillent dans des espaces de bureau à raison de 8 heures par jour. Ces populations sont donc exposées à de faibles doses de nombreuses substances chimiques durant de longues périodes, éventuellement toute une vie. Donc parallèlement, les contraintes de réduction de consommation d'énergie ont fortement réglementé la construction, isolation, étanchéité des enveloppes, gestion des renouvellements d'air. Et en conséquence, donc sur base de données toxicologiques, les pouvoirs publics commencent à définir des valeurs guides pour la concentration des substances chimiques présentes dans les espaces intérieurs. Alors, bien sûr, la stratégie d'amélioration de la qualité de l'air intérieur s'appuie en premier lieu sur un choix des matériaux et des produits les moins émissifs, mais elle passe également par une optimisation des systèmes de ventilation. Actuellement, les codes de construction prévoient une détermination a priori des performances énergétiques d'un bâtiment. En France, c'est ce qu'on appelle la RT 2012. Il manque dans ces codes une détermination simultanée a priori des performances de qualité de l'air. Il s'agit donc d'engager des travaux de recherche pour fournir des techniques robustes et éprouvées permettant de faire ces prévisions de qualité de l'air intérieur au moment de la conception. Alors, performance énergétique. Dans un contexte de raréfaction des énergies fossiles et de réduction des émissions de gaz à effet de serre, l'amélioration des performances énergétiques des bâtiments et de leurs systèmes représente un enjeu majeur. Le bâtiment est responsable de 40% de la consommation d'énergie primaire et la ventilation à elle seule représente un quart de l'énergie dépensée dans les bâtiments. Donc il s'agit d'améliorer les performances énergétiques des bâtiments sans pénaliser la santé et la sécurité des personnes. Au niveau des bâtiments industriels, il faut veiller à ne pas réduire les débits de ventilation, mais privilégier la récupération d'énergie sur l'air capté, par exemple. Alors, donc je termine par présenter donc les quelques problèmes que l'on considère actuellement à l'INRS. Donc on a un sujet qui concerne l'aérosolisation des poudres lors du transfert de matières pulvérulentes. Donc c'est un phénomène qui se passe dans bon nombre d'applications, que ce soit l'agroalimentaire, la pharmacie, les carrières, la boulangerie, etc. Et donc, ce qu'on veut, c'est d'être capable de prévoir, en fait, à partir des caractéristiques des poudres manipulées, les caractéristiques d'émission de ces poudres. L'abattage humide, donc les applications visées sont un peu les mêmes que ce que je viens de vous dire précédemment. Et donc là, l'idée, c'est de rabattre ces poussières par des brouillards qui sont plus ou moins denses, avec des granulométries de gouttes plus ou moins fines. Donc les objectifs, c'est de trouver les intérêts limites de cette technique disponible, de donner des indications sur la méthode de dimensionnement. L'outil qu'on utilise pour ce genre d'investigation, c'est la simulation numérique. Équipement de ventilation pour chantier mobile, donc ça c'est un thème qui est assez pratique. Donc on l'a vu que ce soit pour les espaces clos, les chantiers de démolition, par exemple l'étanchéité des toits, etc. On est amené à devoir traiter un risque chimique pour des chantiers mobiles. Donc on est amené à... enfin, ce serait bien de pouvoir avoir des ensembles tout près de ventilation traitement d'air qui soient adaptés aux classes de chantiers mobiles qu'on a à traiter. Donc définir, ça passe par la définition d'une typologie de chantier, proposer des équipements de ventilation adaptés et évidemment établir des partenariats avec les fabricants et loueurs de matériel pour pouvoir mettre à disposition ces matériels. Alors je termine donc par la robustesse du confinement. Donc là je vous montre une étude de l'IRSN pour une installation qui se trouve à Nantes.
dans une soufflerie atmosphérique, où là donc on a placé des bâtiments, en fait des bâtiments du nucléaire dans cette soufflerie. Donc des bâtiments qui sont en dépression. La question qui se pose, c'est est-ce que la dépression sera maintenue en fonction des conditions atmosphériques, donc des vents qui peuvent varier de 70 à 130 km/h avec des incidences aussi variables. Et ce qu'on observe donc c'est par exemple en fumigène là, vous voyez que dans certains cas, on peut avoir rupture du confinement puisque vous avez de la fumée qui est émise à l'intérieur qui ressort des bâtiments. Alors je vous cite ça parce que, bon, d'une part, l'étude est assez intéressante et exemplaire, mais il nous semble que dans des applications qui sont non nucléaires, on a les mêmes problématiques. Je pense par exemple aux chantiers de désamiantage, qui sont des chantiers qui doivent être aussi en dépression, qui sont soumis en général au vent, et pour lesquels on n'étudie pas trop, enfin on ne connaît pas trop, les performances en termes de rupture de confinement. Le même problème se trouve pour les laboratoires de sécurité, où on manipule des micro-organismes, un laboratoire de type P3, éventuellement P4, qui sont étudiés dans des circonstances données, mais pour lesquelles on ne va pas regarder leur comportement lorsqu'ils seront soumis à des vents et qu'on pourra avoir rupture de confinement. Et puis après, finalement, tous les autres équipements de ventilation qu'on retrouve dans les ateliers ou dans les laboratoires, qui sont soumis aussi aux mêmes conditions atmosphériques et qui peuvent avoir des performances de confinement réduites. Voilà, donc je ne voulais pas vous en dire plus pour aujourd'hui, il est déjà tard, je suis à votre disposition pour d'éventuelles questions.